Richard de 16. Chers amis, il est 7h23, merci d'être avec nous. À 7h50, autrement dit 8h moins 10, Thierry Mariani viendra nous rejoindre, puisque tout de suite je reçois Jean-Claude Janota dans le grand entretien pour parler de la loi Rist-Darmanin et d'une manière plus générale de l'aide sociale à l'enfance. Ligne à droite. Le grand entretien. Bonjour Jean-Claude Janota. Bonjour Richard. Vous êtes président de Unis pour nos enfants, donc association qui vient en aide aux parents qui ont été victimes en quelque sorte de l'aide sociale à l'enfance, avec notamment ce problème crucial des placements abusifs. Si nous vous interrogeons ce matin, et normalement Michel Hammas aurait dû être avec nous, mais le malheureux est malade, et je crois que la médication qu'on lui a donnée est si forte qu'il est assommé au fond de son lit, donc tous nos vœux de rétablissement à Maître Hammas. Si nous vous recevons ce matin, c'est parce que donc il y a une loi Rist-Darmanin, donc Stéphanie Rist et Gérald Darmanin, donc ministre, l'un garde des Sceaux et l'autre ministre du gouvernement Lecornu, qui met en place une série de mesures censées être tirées du rapport sur l'aide sociale à l'enfance que Laure Miller et Isabelle Santiago ont rendu l'année dernière. Alors, est-ce que vous pourriez, d'une part, revenir sur ce rapport parlementaire, donc qui était une commission d'enquête en fait sur l'aide sociale à l'enfance et ses dysfonctionnements, et nous dire si les propositions Rist-Darmanin vous paraissent être à la hauteur des enjeux? Oui, merci Richard. Alors tout d'abord, je vais saluer Michel Hammas, s'il nous écoute dans sa fièvre. Un salut fraternel. On est tous les deux de la même région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je salue surtout son combat dans lequel il a pu, de manière médiatique, mettre en avant un certain nombre de réalités de l'aide sociale à l'enfance et très éloignées de la dite protection de l'enfance. Il n'est pas là ce matin, donc je vais répondre seul à ce sujet. Effectivement, le rapport Santiago, rapport extrêmement volumineux, il faut savoir qu'il est issu quand même d'une centaine de personnes auditionnées, une enquête parlementaire qui a duré, alors sur le délai, puisqu'elle a été interrompue après la dissolution de l'Assemblée nationale, et puis elle a été reprise. Donc je pense que les réflexions ont dû durer une année. Donc beaucoup de gens se sont exprimés. Et quand je dis beaucoup de gens, à la grande surprise tout de même, on a quand même vu des personnes qui raisonnent comme nous, c'est-à-dire qui dénonçons le placement abusif. Je fais allusion bien sûr à Christine Serrada, donc Maître Serrada, qui, lors de cette audition parlementaire, a vraiment, de manière très pédagogique, et peut-être mieux que ce que je peux le faire, expliquer ce qu'est ce placement abusif. Eh bien, on se retrouve, comme c'est bien souvent le cas, il y a tout ce qui est organisation médiatique. Alors, on parle, on communique, on crée des rapports. Il y a eu la commission de la Civise, il y a eu donc cette commission d'enquête parlementaire dont est issu le rapport Santiago. Il y a actuellement l'enquête parlementaire sur l'inceste. Alors, on est très généreux, on remue un certain nombre de situations, parfois de manière extrêmement émotionnelle. Je me permettrai de relater ce qui s'est passé lorsque le projet de loi permettant à chaque enfant d'être défendu par un avocat en assistance éducative a été adopté, ces embrassades de députés, comme si on avait réellement fait une avancée dans un domaine où l'avocat est déjà présent chez les enfants, et que le problème n'est pas qu'il soit présent, mais c'est qu'il défende réellement la parole de l'enfant. Et donc là-dessus, il n'y a aucune avancée. Je pourrais répondre à un certain nombre de questions sur des situations où justement l'avocat ne défend pas la parole de l'enfant. Alors, on ne va pas parler de ce sujet, il s'agit d'un autre projet de loi aujourd'hui. Et projet de loi, quand on voit la réalité, 140 000 enfants. Alors, quand on dit 140 000 enfants, ça veut dire les 228 000 moins
les majeurs qui sont encore sous les effectifs de l'aide sociale à l'enfance avec ces contrats jeunes majeurs, quand on enlève les MNA, les mineurs non accompagnés, bon, quand on réduit à véritablement les enfants entre 0 et 18 ans qui sont placés, on sait aujourd'hui qu'on est dans un ordre de grandeur de 100 000 enfants, c'est un minimum, placés abusivement et qui devraient rentrer à la maison. C'est la première tâche à laquelle un gouvernement, aujourd'hui, ce n'est pas parti dans ce sens, un gouvernement devrait vraiment prendre à bras le corps ces actions pour que l'arrachement de l'enfant qui est fait au sein de la famille, j'ai l'impression qu'on le banalise, on ne l'entend pas, on ne le voit pas dans tous ces projets de loi. Nous le vivons au quotidien. Les parents nous appellent, les enfants nous appellent. Je suis aussi en relation directe avec certains enfants, évidemment plutôt des adolescents, qui ont fui le système dans lequel ils ont été contraints d'aller. Ils l'ont fui pour différentes raisons. C'est parfois le viol à répétition, c'est parfois la prostitution, c'est parfois tout simplement qu'ils n'en peuvent pas, ils n'en peuvent plus de ce système. Ils veulent rentrer à la maison. Et une fois encore, on repart sur un projet où comment dire, le vocabulaire est toujours le même. Alors, je vais dire un certain nombre de choses. Je voudrais pardonnez-moi, Jean-Claude Janota, je voudrais revenir quand même sur une ou deux des propositions. Isabelle Santiago, en fait, disait qu'il fallait refondre complètement le système de l'aide sociale à l'enfance, qu'il y avait un manque chronique de moyens, qu'il y avait surtout des contrôles insuffisants, que les parcours étaient instables pour les enfants placés. Autrement dit, elle dénonçait un système en faillite. Je crois que je cite même Le Monde en disant ça. Et ce que nous dit la proposition de loi de Stéphanie Rist et Gérald Darmanin, c'est que il faut d'une part justement donner la primauté de la famille et de l'entourage proche dans la protection de l'enfant, alors que le placement en famille d'accueil, 35% des enfants placés, est désormais moins courant qu'en institution, 40%. C'est-à-dire, dans l'abusif des placements abusifs, il y a l'idée que l'aide sociale à l'enfance, au lieu de placer chez l'oncle, chez la tante, chez le frère, chez la sœur, chez les grands-parents, en fait privilégie désormais le placement en institution plutôt que le placement dans la famille ou chez les proches. Oui, tout à fait. Je voulais reprendre, parce que c'est un des thèmes, effectivement, ce qui est appelé favoriser, sécuriser l'accueil à dimension familiale, donc avoir recours aux tiers dignes de confiance. Je vais en parler tout de suite, Richard, puisque vous me posez la question là-dessus. Il faut savoir que ça n'est pas nouveau. La loi Taquet, donc 2022, prévoit déjà, à titre subsidiaire, le placement est possible lorsque toutes les autres solutions ont été estimées, donc étudiées, estimées, et qu'elles ont été, par la démonstration, vues comme impossibles. Mais le problème de cette loi Taquet, et le nouveau projet de loi ne le modifie pas, sauf si je ne l'ai pas bien interprété, prévoit que c'est l'aide sociale à l'enfance qui va être garante de cette estimation. Or, l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, nous la décrivons comme soumise à 3 piliers. Un pilier financier, 13 milliards d'euros, 130 millions en ordre de grandeur en moyenne par département, ça veut dire quelques milliers d'employés. C'est une activité économique extrêmement importante. Le deuxième pilier de l'aide sociale à l'enfance, c'est un pilier idéologique. Combien de parents viennent nous voir et nous disent « Mais monsieur, on m'a dit que l'enfant ne m'appartient pas. Il appartient à la France, il appartient à l'État, il appartient à une entité abstraite. » Parce qu'en réalité, quand un enfant est placé, il ne part pas dans une abstraction, il part dans une famille d'accueil, dans un foyer, c'est-à-dire dans une organisation complètement humaine. Mais on dépossède, c'est l'aspect idéologique de l'aide sociale à l'enfance, et ce n'est pas
des épiphénomènes. On dit aux parents systématiquement, votre enfant ne vous appartient pas. Et enfin, un Et on pilier. sent que votre enfant ne vous appartient pas signifie en fait l'enfant appartient à l'État. Mais on y reviendra. Oui, c'est ça. À l'État, à la France, on utilise des mots comme ceci, des mots abstraits. Mais en réalité, ce qui veut dire qu'il appartient à une organisation, et non pas à l'État. On pourrait imaginer un État qui soit un État véritablement au secours des individus. Ce n'est pas le cas. Là, on déplace un enfant d'une famille dans une organisation qui n'a rien de la notion d'État, encore une fois. Et enfin, un pilier psychologique, c'est-à-dire où on, et Michel Hamas aurait pu en parler mieux que moi, puisque c'est le titre de son livre, Chronique de mépris ordinaire, où on s'accorde le droit de mépriser, et comme on ne voit nulle part, des parents nulle part. Au pénal, on respecte l'accusé, on le vouvoie. En assistance éducative, combien de juges tutoient en audience forcément close et ne se privent pas non seulement de ne pas accepter les contradictoires, mais ne se privent pas de mépriser les personnes. Alors, cette aide sociale à l'enfance, dans sa structure, elle n'est pas remise en question. Donc, pour répondre à votre question, Richard, est-ce que ce projet de loi permet une ouverture au sens de la famille élargie? Est-ce que les grands-parents, les oncles, vont pouvoir, ne serait-ce que de manière temporaire, le temps que l'enquête soit réalisée, soit menée? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant est placé, il y a, nous le disons toujours, il y a bien une faille qui en est l'étincelle. La faille, ça peut être le conflit conjugal, ça peut être les violences que subissent les enfants ou la maman, c'est souvent le cas de la maman qui vient porter plainte pour expliquer sa situation, et la plainte, non seulement n'est pas suivie, mais les enfants sont placés. C'est la réponse de l'administration à la demande de protection. Ou encore, dans le cas de l'autisme, je suis débordé, pouvez-vous, en s'adressant à la PMI, qui en principe est là pour ça, pouvez-vous nous aider? Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les compétences de parents pour pouvoir aider complètement mon enfant. Et la réponse de l'administration, c'est qu'on place l'enfant. Donc, bien sûr que c'est une idée intéressante, puisque ça a toujours été également aussi celle des parents. Si le parent se trouve en difficulté à un moment donné, difficulté réelle ou difficulté imaginée par les services sociaux, le temps de la validation, les grands-parents pourraient le prendre. Mais la question qu'on pose aujourd'hui, mais c'est déjà la loi Taquet de 2022. Apporte-t-on quelque chose, puisqu'aujourd'hui, elle est inapplicable, la loi Taquet, de ce point de vue-là, est inapplicable. Elle est Pourquoi? inapplicable ou elle est inappliquée? Parce que cette loi Taquet, donc Elle effectivement, est inapplicable parce qu'elle prévoit que l'aide sociale à l'enfance doit évaluer la situation. Or, pourquoi l'aide sociale à l'enfance donnerait des rapports positifs, puisqu'elle a aujourd'hui intérêt à remplir ses effectifs? Je sais pas une position théorique que j'ai, hein, les grands-parents qui viennent, vous en avez interrogé, on était ensemble, je crois que c'était le 4 mai. dans l'émission Et Restons courtois de Pierre-Alexandre Bouclet. voilà. Et donc, les grands-parents sont extrêmement nombreux à se porter candidats à, euh, comment dire, au rôle de tiers digne de confiance. Mais il faut voir quels sont les rapports qu'on leur fait. Je pourrais vous donner tant d'exemples. Une situation où effectivement les parents sont en grande difficulté. Le père est en prison. La maman est en dépression importante avec, on va dire, des addictions à la drogue. Bon. Il est certain que dans ce cas-là, il est très, très difficile de laisser l'enfant au sein d'une famille qui a complètement éclaté. Les grands-parents sont extrêmement stables. Ils ont une maison avec un grand jardin. Ils connaissent la petite depuis la naissance, puisque c'est eux qui l'ont accueillie dans le contexte difficile familial. Ils sont à la retraite l'un et l'autre. Ils ont du temps, ils ont de l'argent. Ils ont de la compétence éducative, puisque la maman elle-même a travaillé dans l'école en tant qu'ATSEM.
le dossier est extraordinaire, il y a une mesure d'investigation judiciaire pour valider la capacité à accueillir l'enfant, eh bien, ce dossier ne sera pas remis au juge. Et en revanche, on va imaginer, tenez-vous bien, hein, je demande aux auditeurs de vraiment écouter, on va imaginer qu'il est probable que la grand-mère, pardonnez-moi, ait des relations incestuelles avec la petite. Alors, ce qu'on appelle, nous, les rapports mensongers sont vraiment monnaie courante dans ce domaine-là. Que fait la nouvelle loi pour rendre objectives toutes ces enquêtes, toutes ces prises de position? On ne voit rien, mais encore une fois, hein, je n'ai peut-être pas bien lu le document, on ne fait que dire des choses qui existent et qui ne sont pas appliquées, mais parce qu'elles ne sont pas applicables. Il faut une loi dans laquelle on dit le contrôle des situations n'est pas donné à l'aide sociale à l'enfance. Il doit y avoir un organisme indépendant qui soit responsable de ces estimations de situation. Voilà. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'aide sociale à l'enfance, étant juge et partie, elle a tendance à servir ses propres intérêts plutôt que ceux de l'enfant. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir Jean-Claude Gianotta, président de l'association Unis pour nos enfants, tout à l'heure, à propos donc, de la loi Rist-Darmanin, du projet de loi Rist-Darmanin. Tout à l'heure, à 8h10, Thierry Mariani nous rejoindra pour sa chronique et ensuite nous poursuivrons ensemble cette conversation. Jean-Claude Gianotta, dans le projet Rist-Darmanin, il y a quelque chose de particulièrement inquiétant à mon sens, c'est cette idée d'ouvrir à une espèce d'adoption facilitée. Et on sent que l'État qui prétend réformer l'ASE entend surtout mettre définitivement la main sur les enfants. Donc c'est peut-être un procès d'intention que je fais. Je cite Gérald Darmanin. Lorsque l'on voit qu'il n'y a pas de possibilité dès le début du placement, de retourner chez les parents, il faut trouver un projet de vie. Dit Gérald Darmanin, et ce projet de vie, c'est en fait faciliter les adoptions simples, plus souples, car ne nécessitant pas de rupture des liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine. Et donc, l'idée, c'est de profiter, entre guillemets, du placement des enfants à l'ASE pour décider très rapidement qu'en fait, il n'y a aucune solution de retour à la famille, on ne sait pas sur quelle base, on ne sait pas comment, et donc faire en sorte que l'enfant puisse être adopté par une autre famille que la sienne. Je suis stupéfait qu'un ministre puisse proposer une telle loi. Oui. Alors, nous ne sommes pas stupéfaits parce que ça fait 20 ans de mémoire hein, que Florence Bellone, journaliste, je crois, de la télévision luxembourgeoise, avait construit un documentaire qui s'appelait de mémoire Enfants volés d'Angleterre. On y voyait des exemples comment en Angleterre, déjà à l'époque, donc en Grande-Bretagne, mais là c'était typiquement l'Angleterre, eh bien des enfants qui avaient la maladie des os de verre. Donc il y avait eu une information préoccupante à l'hôpital puisqu'ils présentaient plusieurs fractures, avaient été placés. Le système d'adoption rapide avait fait qu'ils avaient été adoptés par une autre famille et les parents eux-mêmes n'avaient non pas seulement le droit de les contacter, il n'existait plus pour eux, ils n'avaient même plus le droit de prononcer leur prénom. Est-ce que vous imaginez le niveau autoritaire de la société? Et dans ce documentaire, je ne sais pas si vos auditeurs s'en rappellent ou l'ont vu, on voyait comment ces parents avaient été désenfantés. Comment, alors qu'il n'y avait qu'une raison médicale que la société aurait dû prendre en charge, la maladie des os de verre, c'est quand même quelque chose qui est connu. Aujourd'hui, il y a un cabinet d'avocats à Paris, cabinet Etriard, qui est spécialisé sur les bébés secoués et sur toutes les maladies infantiles. Donc, les informations préoccupantes viennent souvent de l'hôpital, des urgences, etc. Mais au lieu d'apporter des réponses scientifiques, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est paradoxal, on est à un niveau de connaissance dans les neurosciences, dans la psychologie, donc dans la façon que l'on a de mettre à disposition de l'enfant arrivant, du nourrisson, les meilleures conditions pour qu'il puisse se développer correctement, on assiste à une structure
euh, sociétale qui va à l'encontre de tout ce qui se conclut au niveau scientifique. Et donc, pour revenir à l'adoption, euh, au lieu de gérer les problèmes essentiels, et c'est pour ça qu'on insiste, nous arrêtons de faire croître le placement d'enfants, 3% par an, c'est-à-dire en gros 6 000 enfants de plus placés chaque année. C'est énorme, 6 000 enfants de plus. Eh bien, au lieu de se poser les véritables questions, comment faire que la protection de l'enfance soit vraiment une protection de l'enfance, on continue avec le même flux, la même capacité à détecter les situations qui demandent une protection véritable et celles qui n'en demandent pas. Et on invente tout un système que l'on fait vivre. Donc, effectivement, c'est un des points, c'est le troisième, hein, parce que le projet de loi, tel que je l'ai compris, comporte 4 volets. Le premier volet, alors toujours avec ce vocabulaire qui nous inconforte, hein, on ose encore parler de sécuriser et stabiliser le projet de vie de l'enfant protégé, qui aujourd'hui en France accepte encore de dire que des enfants classés sont protégés. Oui, rappelons effectivement qu'il y a entre 15 et 20 000 enfants placés et donc prétendument protégés et qui en fait se retrouvent en situation de prostitution. Et avec là aussi, malgré l'ampleur du chiffre qui donne vraiment le vertige, pour le moment, l'ASE et ceux qui sont responsables de ces antennes départementales et régionales de l'ASE ne sont pas inquiétés par la justice. Et donc, on constate qu'il y a 20 000 enfants prostitués dans les foyers de l'ASE par des prostituées entre eux ou fuguant et étant prostituées par des proxénètes extérieurs et qui, là, pour le moment, sont laissés dans l'état de prostitution dans lequel ils sont et avec surtout des responsables qui eux-mêmes ne sont pas inquiétés par la justice, ou si peu que ça en est anecdotique. Voilà, donc la prostitution, le viol dans les foyers. J'étais encore en discussion hier avec un petit garçon de 13 ans. Il a été violé tous les jours pendant 3 mois dans un foyer. Évidemment qu'il est dans une détresse énorme. J'étais en visio avec les référents de l'aide sociale à l'enfance, les parents et l'enfant. Mais c'est un déni qu'on ne peut pas imaginer. Un déni, c'est-à-dire que on passe l'éponge. Il a été violé pendant 3 mois tous les jours, un garçon, donc il avait 10 ans à l'époque. Eh bien, on continue comme si de rien n'était. Oh, c'est pas très grave. Il fallait bien qu'il apprenne la sexualité. Mais vous vous rendez compte de ce Ah non, qu'on mais est en c'est train de dire? aberrant. Ça, c'est ce que vous disent les gens de l'aide sociale à l'enfance. Donc, un enfant se fait violer pendant 3 mois et réponse, il fallait bien qu'il apprenne la sexualité. On entend des choses pareilles. Dans le meilleur des cas, c'est le silence, le déni. Je n'ai pas rencontré une personne qui demande pardon. Il doit y avoir un dommage, une reconnaissance. Il faut pouvoir apporter des solutions comme quoi ça ne se reproduise plus. Eh bien, non. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'on est surpris par le fait qu'on facilite l'adoption? Non, nous ne sommes pas surpris parce qu'en début d'année, nous avons été auditionnés par l'Observatoire national de la protection de l'enfance, qui est là pour réaliser un certain nombre de rapports qui vont aider, qui vont guider les travailleurs sociaux. Et la question qui nous était posée, c'est comment expliquez-vous le délaissement parental? Et la réponse que nous avons apportée, pour être bref, hein, c'était comme 1 heure de discussion et un rapport de 50 pages, il n'existe pas de délaissement parental, il existe des parents empêchés. Lorsqu'un enfant est placé, on empêche le parent de voir l'enfant, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on met une visite médiatisée avec un psychologue, une éducatrice, tous les mots sont filtrés, tous les mots sont contredits, la détresse psychologique qui fait que non seulement on ne voit plus l'enfant, mais lorsqu'on le voit de manière très brève, on est dans un état de stress extraordinaire. Et cet état de stress fait qu'il va devenir la cause de la reconduction du placement. À l'origine, on n'a rien pu démontrer. Ce que l'on va démontrer, c'est que
dans une formule, on ne peut pas travailler avec le parent, alors que ce sont les parents qui demandent. Michel Hammas aussi aurait pu donner beaucoup d'exemples sur ce sujet. Ce sont les parents qui demandent, mais allons-y, travaillons. Que nous reprochez-vous? Une insuffisance à quel niveau? On ne la donne jamais et on ne travaille pas. En réalité, on ne travaille pas. Donc, on n'a pas été surpris parce que la dernière de nos interrogations vis-à-vis de l'Observatoire national de la protection de l'enfance a été de dire, mais pourquoi nous posez-vous cette question du désistement parental? Est-ce que ça n'est pas pour trouver une justification à la facilité d'adoption? Et quelques mois après, on voit ce projet de loi qui arrive. Alors ça, c'est très intéressant, comment on fonctionne au niveau médiatique pour faire avancer en sous-marin des projets avec une coloration. Donc nous ne sommes pas dupes quand nous voyons un projet comme celui-ci, où on va mêler à la fois le parcours, hein, les mots qui sont utilisés, c'est parcours, mais on ne demande pas qu'il y ait un parcours, on demande simplement s'il y a des parents maltraitants, c'est un problème du pénal. S'il y a une inquiétude, une information préoccupante, eh bien, on fait l'investigation et soit le parent est en faute et on l'assiste dans une mesure de parentalité si c'est mineur, ou encore une fois, c'est le pénal si c'est majeur. Et autrement, s'il n'y a rien, on remet l'enfant à la famille. Or, aujourd'hui, combien de placements sont reconduits parce que l'enquête policière n'a pas démarré, parce que le travail n'a pas commencé, et ainsi, le traumatisme que vivent à la fois les enfants et les parents ne fait que croître. Donc, des mesures comme celle-ci, où d'un certain côté, on va avancer sur la facilité de l'adoption, et d'un autre côté, où on va faire croire je dis on va faire croire, parce que, encore une fois, rien n'a été fait pour contredire l'inapplicabilité de la loi Taquet. On fait croire que les choses ont changé. Et quand on dit on fait croire, c'est vrai qu'on a des appels téléphoniques de grands-parents. Alors c'est bon maintenant, on peut y aller. Je dis, bien sûr, nous allons écrire, mais rien n'a changé. Et enfin, un autre thème, le quatrième thème qui est important, hein, on peut reprendre tout ça. Jean-Claude Janota, si vous me permettez, gardons ce quatrième thème pour la poursuite de la discussion après 8 heures, puisque c'est maintenant le temps de la chronique de Thierry Mariani. Mais restez avec nous et nous reprenons cette discussion sur la loi Rist-Darmanin et les effets pernicieux de l'aide sociale à l'enfance. Merci beaucoup.